Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Inferno, le troisième volet des aventures de Robert Langdon, toujours réalisé par Ron Howard. L'histoire, c'est celle de Robert Langdon qui se réveille amnésique dans un hôpital, et en fait il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait là. Il est à Florence, et avec l'aide du docteur Sienna Brooks qui s'occupe de lui, il va essayer à la fois de retrouver la mémoire, mais également de comprendre pourquoi dans sa poche il y a une carte de l'enfer de Dante qui mènerait à de nombreux indices pour essayer de découvrir un virus qui serait l'équivalent d'une peste pour éradiquer les 3/4 de l'humanité. Bien dit. Ouais, Très ça bien. va? C'est Très pas bien. trop mal. Ouais, c'est une chure à résumer comme film. Vous vous demandez certainement qui est la jolie demoiselle à côté de moi. C'est Léa. Comment vas-tu, Léa? Ça pourrait aller mieux. Putain, déprimé. Ouais, ça pourrait aller mieux. Déprimé. Inferno. Donc, techniquement, c'est le 4e roman donc, de Dan Brown sur Robert Langdon. Et ils ont préféré squeezer le précédent parce que visiblement c'était une chure adaptée en film. Et ils ont préféré tout de suite sauter à Inferno. C'était assez attendu dans un sens parce que Da Vinci Code est un des films les plus décriés dans la production américaine parce qu'il y en a certains qui estiment que c'est un bon long métrage, d'autres qui estiment que c'est une purge. Anges et Démons avait à peu près mis tout le monde d'accord en disant que c'était un divertissement potable. Et donc Inferno, on se demandait vraiment où est-ce qu'il pourrait emmener le personnage et qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Et là j'ai tout de suite envie de me tourner vers toi, Léa. Qu'as-tu pensé de Inferno ? La déception, le plat total. C'était extrêmement plat. Je suis énormément déçue par rapport aux 2 autres films d'avant. Je me suis dit, je vais retrouver un peu ce côté suspense, mystère, et là, rien du tout, quoi. Mais Ouais. Rien du tout. Enfin, personnellement. Bah non, mais t'as raison de l'appuyer. Rien du tout. C'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant parce que C'est- le film dure quand même seulement 2 heures. Enfin, On dirait pas. On dit seulement parce Ouais. que Da Vinci Code c'est 2h50 et Anges des Démons c'est 2h30. Ouais. Donc seulement 2 heures. Pour un roman de plus de 600 pages. Accessoirement, et voilà, c'est quand même bien condensé. Mm. Et punaise, oui, c'est long. C'est très très long. C'est très long, c'est extrêmement mal rythmé. C'est pas du tout intéressant en fait comme film. C'est un... Je trouvais que tu abordais un point, quand on en discutait un petit peu à la sortie de la salle, tu abordais un point, contrairement aux 2 précédents volets, ce n'est pas un film à énigmes. Non, Inferno. pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y en a très très peu, il doit y en avoir 3, peut-être 3 énigmes, et encore c'est des petits trucs, mais de rien du tout, on se dit déjà, oui, bah on sait déjà quoi. Et ouais, il y a pas d'énigmes, il n'y a pas ce côté-là mystérieux vraiment sur le mythe de la chose, c'est très très plat, c'est toujours la même chose, on sait déjà ce qui va se passer, en fait, dès le début du film, on sait déjà ce qui va se passer quoi. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le film se tire une balle dans le pied. En gros, il construit les 3/4 de sa narration autour, on va dire, d'une manière d'aborder la situation qui fait que nous, en tant que spectateurs, on peut avoir une certaine fascination. Et au bout de à peu près 1h30, Ouais, même 1h25, Ouais, il y a 2 twists qui arrivent dans le long métrage et qui renversent complètement la balance. Et à ce moment-là, en fait, le film se déconstruit. Ça gâche tout. Et ça gâche tout. Mm. Et rien que pendant toute sa première partie, tu l'as dit, on est supposé avoir des énigmes, entre guillemets. Mais le problème, c'est que de 1, on veut jouer sur l'amnésie de Robert Langdon. Ouais. Donc remontrer une espèce de déconstruction du personnage et de reconstruction de celui-ci. Et derrière, en plus, on essaye d'aborder certaines situations qui vont permettre au personnage de réfléchir, etc. Sauf que résultat, bah, le mec est supposé être en pleine amnésie, donc en pleine remise en cause, donc en plein... Il est supposé être Ouais, perdu. ouais, ouais. C'est même plus ce que c'est que du café. Mais le mec, par contre, il peut te résoudre l'enfer de Dante et là-dessus, il n'y a C'est pas de ça. problème. C'est l'amnésie, pour moi, elle sert à rien dans ce film parce que pour moi, il est pas amnésique. Dès qu'il va avoir des visions, il va se dire ah mais oui, en fait, il s'est passé ça. Bah du coup, je m'en souviens et ça règle tous les problèmes. Non, pour moi, il est pas amnésique. On peut pas mettre ça en avant. C'est juste pas possible. Et on pourrait justifier ça par le fait qu'à un moment dans le film, il y a un twist qui dit qu'en fait, c'est pas vraiment une amnésie. Mais même ce twist-là, il ne fonctionne pas Ça parce sert à que rien. ça ne remet pas en cause le fait que pendant 1h30, le personnage agit comme s'il connaissait tout sur Oui. tout et à aucun moment il est amnésique. Mm. Et bon, voilà. Le scénario, donc, basé sur le roman de Dan Brown, écrit par David Coep. Moi, je vais aborder un truc tout de suite qui me pose énormément de problèmes dans le scénario. L'avantage qu'avaient les précédents films au niveau de l'écriture, donc David Coep ayant rejoint la saga sur Anges et Démons pour compléter le scénario qu'avait écrit Akiva Goldsman, qui était le scénariste de Da Vinci Code. L'avantage, c'était qu'en fait, Robert Langdon était l'homme qui était planté au milieu de la situation, et c'était pas vraiment le personnage central des 2 précédents volets. C'était ça qui le rendait intéressant, c'était un peu un espèce de fil conducteur qui nous permettait, nous, en tant que spectateurs, de nous immerger au cœur de l'histoire.
que là, il est complètement intégré dans l'histoire. Enfin, c'est Mais là, vraiment- c'est le personnage Oui, central. c'est le personnage central et c'est limite dommage en fait. C'est limite dommage. Ben parce que ce qui rendait intéressant David Chicotte, c'était que le personnage de Sophie, Oui. on découvrait un petit peu en même temps qu'elle toute cette histoire et on apprenait Oui. des choses qui Ça, renversaient c'était- un peu la situation. Dans le deuxième, on suivait un peu Vittoria, même si le personnage vraiment central, je trouvais que c'était plus l'ensemble du Vatican, qui était vraiment construit comme un personnage à part Oui. entière qu'on voyait évoluer au fil du long métrage. Et là, le problème, c'est qu'on est immergé dans le récit du début à la fin auprès de Robert Langdon et que le personnage est inintéressant. En fait, le méchant aurait dû être le personnage. Je pense qu'ils auraient plus dû miser sur les. Je sais plus comment il s'appelle le méchant. Ben non, mais ils essayent dès le début. Ils essayent au début Ça de miser fonctionne là-dessus. pas, ça fonctionne Au pas. début, l'intro du film, quand il y a le générique, on nous présente le film du point de vue du méchant. Ouais, mais il n'y a pas assez. Enfin, c'est de toutes petites parties. Moi, je trouve personnellement, c'est pas assez. Plus une histoire autour de lui. Pourquoi il fait ça? Comment il a. Enfin. Pourquoi il a voulu créer ça et tout ça? Je vais pas spoiler, mais voilà. Mais pourquoi il a voulu créer ça et on le dirait. Enfin, c'est vraiment très très peu expliqué. Mais Vraiment. c'est vaguement expliqué, mais alors là, c'est vers l'explication la plus random de l'histoire de l'humanité. C'est genre, il a fait ça par amour. Mais oui, allez. Ah, Bien ouais, sûr. Puis quand même Robert Langdon qui est supposé être historien, symbologue, quand même un mec rationnel, il arrive quand même à nous sortir non mais les pires choses qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité ont été faites par amour. Mais oui. Je pense que Robert Langdon n'a pas dû assez étudier la Seconde Guerre mondiale parce que je doute qu'Adolf Hitler ait essayé de massacrer la totalité de la population juive par amour. Ah mais si. Ah mais si. Bien sûr, ouais. Mais ouais, ça pose vraiment problème parce que résultat, on n'a pas du tout Non. d'entrée dramatique et émotionnelle dans le récit et on ne fait que constater en fait ce qui se passe devant la caméra de Ron Howard. Et en soi, Coep a vraiment foiré l'écriture. Et ça prouve bien que Coep, après Charlie Mordecai l'année dernière, le mec, il ne sait plus écrire quoi. Non. Il ne sait vraiment plus écrire, il ne sait plus comment composer ses personnages. Et au-delà de ça, moi, ce que je trouve qui pose quand même assez problème, c'est que les précédents volets avaient au moins l'avantage quand même d'être construits autour d'une réflexion qui est en Oui. rapport avec l'artiste au centre du récit. Léonard de Vinci et les Illuminati. Les Illuminati qui entourent quand même une grosse base d'artistes qui sont quand même ouvertement dit durant le long métrage. Et là, pas du tout en fait. L'enfer de Dante. Voilà. Ah là, qui est sous-exploité de manière Totalement. impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfer de Dante sert uniquement de porte d'entrée dans le récit, parce que c'est la base en fait Ouais. qui structure tout le plan entre guillemets du méchant. Et voilà, Et après, on. c'est tout. Il y a C'est vaguement le dispersé. masque de Dante Oui. qui est évoqué. C'est Il y a vaguement complètement 2-3 dispersé. métaphores autour du fait que Dante, il avait traversé l'enfer pour retrouver Béatrice, ce qui peut être Attends. intéressant dans un certain aspect. Ouais, mais c'est. Enfin, on en a vraiment pas parlé. Enfin, ils en parlent vraiment pas beaucoup. Enfin, Non, il évoque juste à un moment, genre Ouais. au détour d'un couloir, c'est genre ah oui, Dante au fait, il a traversé l'enfer parce qu'il voulait un peu récupérer son amour perdu. Tu vois, même moi, je m'en souviens. Je m'en Ah souvenais non, même mais pas de c'est ça. c'est pour te dire. terrible parce que tout le concept de l'histoire de Dante, c'est justement l'histoire d'un mec qui a tout perdu Ouais. et qui meurt et qui va devoir traverser l'enfer pour essayer de retrouver sa femme qui finalement, en plus, s'est remariée et a reconstruit sa vie. Et là, ils auraient pu faire vraiment quelque chose de cool, quoi. Donc Vraiment. à la place, on se retrouve avec une romance débile avec le méchant et une romance avec Robert Langdon qui est même pas évoquée, genre qui est évoquée un quart d'heure avant la fin. C'est ça, oui. C'est. Ouais, n'importe quoi. non, ça ne fonctionne pas. Non. Et un autre point, moi, tout de suite pour enchaîner, qui ne fonctionne pas, c'est la mise en scène de Ron Howard. Ce mec-là, quand même, les deux précédents volets étaient quand même bien foutus. Enfin, étaient quand Bah même oui, intéressants. On, à part les fonds verts de Anges et Démons. Là, il faut reconnaître Les que fameux fonds. les verts. fonds verts de Anges et Démons sont quand même une catastrophe assez monumentale, notamment dans la chapelle du Vatican, qui... Là, c'est une catastrophe, parce que vu qu'ils n'ont pas eu accès à la chapelle du Ouais. Vatican, ils ont refait ça en post-prod, mais par contre, tu vas me dire derrière, ils ont bien voulu refaire la chapelle Sixtine en studio. Mm. C'est assez paradoxal, quitte à refaire la chapelle, t'aurais pu au moins faire la base en décor. Mais voilà, et là, il n'y a rien quoi dans la mise en scène Y de a Ron rien. Howard. Y a rien du tout. Le seul choix que moi je trouvais intéressant quand j'ai vu les premières images, c'est le fait qu'il change de format. Les précédents volets étaient en scope, Oui. et là il passe sur un 16 neuvième, qui est un peu en adéquation avec ce qu'il avait fait sur Au cœur de l'océan, Mm. qui était pareil dans un format assez hybride. C'est vrai qu'on a plus souvent tendance à avoir des blockbusters dans ce format-là, et je trouvais que c'était une idée intéressante.
au final ça n'apporte rien. Bah c'est ça, à quoi ça sert de l'avoir fait comme ça en fait? Bah, en fait, il est possible, c'était un truc qu'on évoquait, mais moi que j'aurais trouvé intéressant que ça soit développé dans le récit, c'est justement le fait que le personnage de Robert Langdon est supposé être quelqu'un qui est claustrophobe, et donc de jouer sur le fait que toute l'idée de base du film, c'est de montrer un homme qui veut exterminer les trois quarts de l'humanité, donc montrer une surpopulation, donc accentuer ça par le fait que Robert Langdon va se retrouver à plusieurs reprises dans des endroits où Ça il va marche être pas. confiné, où il va être avec plein de gens, et à aucun moment il ne fait ça, Non. Ron Howard. Aucun moment. La seule chose qu'on trouvait intéressante en discutant avec ton frère, c'était les images d'enfer, qui sont au tout début du film. Même ça, tu vois, j'ai trouvé ça mal fait, vraiment. Ouais. J'ai trouvé ça mal fait, visuellement c'était pas joli pour moi, mais j'ai pas du tout aimé. Moi, ça m'a pas du tout plu. Ouais, tu vois, j'ai trouvé quand même intéressant. Enfin, il y avait un C'est côté, intéressant. il y avait un côté ça- craspec, ouais. il y avait un côté vraiment glauque et pas du tout sain en fait, qui rendait le truc vraiment fort. Et dès les premières minutes, on a ces images-là et on se dit waouh, si tout le film il est comme ça, C'est ça ça. peut vraiment Tout le être film- sale, quoi. Tout le film, ça aurait été nickel, hein. Mais là, juste le début, enfin. Non, ça sert à rien. S'ils auraient fait ça tout le film, ça aurait vraiment donné un côté glauque un peu. Et ça aurait été cool. Mais là, non, c'était le début, enfin. On dirait qu'ils veulent absolument faire un film tout public, absolument. Ouais. Et donc, Ouais, c'est résultat, ça. à part les images violentes du début qui sont quand même assez malsaines, on se retrouve avec un mec qui est encrusté dans le sol, avec un pied qui ressort. On se retrouve avec plein de personnes qui ont carrément la tête qui est complètement retournée. Ouais. On en a d'autres qui sont rongés par la peste. On en a d'autres qui ont plus leurs bras. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. C'est En gros, ça, c'est supposé représenter tous les cercles de l'enfer de Dante. Ouais. Où les pêcheurs, c'est ceux qui ont plus de bras. Ceux qui mentent, c'est ceux qui ont la tête retournée, etc. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et ça n'est jamais Oui. utilisé dans l'esthétique du tout le long du film. On aurait pu avoir des symboliques qui auraient pu être vachement intéressantes, il aurait pu développer beaucoup plus de choses. Je suis sûr que Dan Brown, il a dû faire des personnages dans son roman qui représentent chacun à leur manière un cercle de l'enfer. Ouais. Et là, il n'y a jamais ça, quoi. Y a rien. On se retrouve juste avec une docteur qui lui file un coup de main Docteur. pendant toute l'histoire Mais- et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce personnage. En fait, limite, il sert à rien, lui non plus, quoi. Ben ouais. Enfin, le docteur, enfin, elle aurait pas été là. D'ailleurs, accessoirement, quand on arrive à la fin, c'est limite, on n'en a plus rien à foutre de ce personnage-là. Hein. Enfin, C'est littéralement, il le C'est rush. ça. La fin, en gros, durant les 5 dernières minutes, il se rappelle vaguement qu'il faut réévoquer qu'est-ce qui arrive à ce personnage-là, et ils le font en 2 secondes, quoi, c'est tout. Enfin, c'est complètement mal foutu. Alors moi, je tiens à aborder un point qui me fait beaucoup rire dans ce film. C'est la bande originale de Hans Zimmer. Qui a pété une durite avec le synthé électro, on dirait Daft Punk qui ont écouté, qui se sont dit dis donc j'ai bien aimé la BO de Ange des démons et de David Chicone. Et si on faisait la même version en électro tout pourrave des années 80 où on découvre les effets synthés. Oh. Ah non mais il y a des... C'est pour ceux qui veulent écouter un petit peu ce que ça donne, le thème Cerca Trova, qui est le deuxième thème de la bande originale, il est tellement kitsch à souhait, c'est énorme à écouter. Enfin franchement écoutez-le mais il est à mourir de rire. Et là, par contre, on va aborder le seul point moi, que je trouve vraiment positif, et on est tombé d'accord tous les deux là-dessus. Le casting a aucune faute. Il est nickel. Le casting a aucune faute. Que ce soit Irfan Khan, Ben Foster, Felicity Jones, Sidze Babette Knudsen, Tom Hanks, Omar Sy, qui a quand même un accent anglais à couper au couteau, et ça devient Merdique. un peu violent. Merdique. Même dans Jurassic World, c'était pas aussi violent. Mais là ouais, c'est un peu chaud. Et bah, tous les acteurs sont bons, ouais. Ah. Oh, merci. Pourquoi il est là? Et c'est vrai que ça... Qu'est-ce qu'il fout C'est là-dedans? vrai que c'était ce point-là que t'avais envie de dire, c'était pourquoi il y a un Français. Non, mais à quoi il sert dans l'histoire? Il y a une petite partie avec lui où, genre, 30 minutes, peut-être bien. À peine. Et après, hop, il meurt et puis basta. Voilà. C'est À grand. quoi? Eh oui, mais à on quoi l'évoquait, ça on sert l'évoquait, c'est le problème des personnages. C'est un très bon acteur, mais là, il servait strictement à rien, quoi. Vraiment. Mais voilà, mais comme on disait, c'était un peu le bilan qu'on en tirait. C'est un film avec un énorme casting, il y a un Mais c'est sacré de ouf, hein. potentiel. Bah oui, bien sûr. Mais qui est complètement vain dans le sens où à aucun moment c'est utilisé de manière intelligente Non. au sein d'un film qui a pas vraiment de sens. Mm. Et c'est con parce que Tom Hanks il est vraiment monumental quoi, c'est un acteur mais il a beau prendre de l'âge, à aucun moment il perd On de la dirait force pas. dans son jeu. Ouais. Felicity Jones qui aurait pu galérer à se faire une place vraiment parce que Elle Tom joue Hanks il a un très, très charisme bien. imposant, elle joue très très Ouais. bien. Ben Foster qui je trouve quand même a une gueule cet acteur là, il arrive vraiment à rendre le méchant à la fois sympathique et intriguant et en même temps terrifiant, enfin Mm. on est torturé par plein d'émotions devant cet acteur là parce qu'il arrive à emmener son personnage très loin. Irfan Khan qui joue un personnage qui est extrêmement ambigu et qu'on a envie de suivre, résultat. Sidze Babette Knudsen qu'on a découvert tout dernièrement grâce à l'Hermine, qui est vraiment une actrice qui est très talentueuse elle aussi, Ouais. qu'on peut voir aussi dans la série Westworld pour ceux qui regardent. Mais voilà, c'est un gâchis je trouve. C'est un
toi, là où je trouvais le mot que tu avais bien trouvé pour définir ton sentiment à la sortie du film, déception, moi je dirais gâchis. C'est vraiment un gâchis parce que tu as une pléthore d'artistes qui sont talentueux derrière ce long métrage, Ron Howard, David Coeb et des acteurs qui sont monstrueux et même Hans Zimmer à la musique. C'est un gâchis ce film. C'est un gâchis. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit bilan? Tristesse. Non, franchement, ouais. Déception. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler d'un bon film un jour. Je crois pas. Mais là, ouais, Non, là, oui. on vous conseille pas du tout d'aller voir Non. Inferno de Ron Howard. Ça fait mal. Moi, je trouve que ça fait mal parce qu'il y avait un potentiel et... Surtout, enfin, il y a énormément de fans derrière ces trilogies, enfin. Au niveau des livres et tout ça, je sais qu'il y a énormément de fans, c'est quand même... ils ont accueilli pas mal de monde, et là, je pense que les gens vont être extrêmement déçus par rapport aux deux autres d'avant. Bah déjà, quoi. il a foiré au box-office US. Donc, à mon avis, je oui. pense que là, le mois en plus Pareil. de novembre ne va pas inciter les gens à vouloir Mm. aller voir ce film-là en salle parce qu'il y a d'autres films qui sortent. Et l'approche en plus des Ils vont gros faire un blockbusters de bide, hein. décembre, ça va pas fonctionner. Non, ils vont faire Mais un de toute façon, film. on vous conseille même pas d'aller le voir. Donc, je vois même pas pourquoi on dit il va faire un bide et genre on fait la gueule parce que il faut c'est qu'il fasse trop un bide. Il faut triste. pas les inciter de continuer à faire des films comme ça. Mais bon, Ouais. Merci Léa bah de d'avoir rien. participé à cette vidéo. Avec plaisir. Même si c'était une vidéo triste. Oui. Oh, tu vas me dire, c'est ce qu'on disait dans la voiture, le 9 novembre 2016, c'est Journée une de merde. journée de merde. Grosse Donc, journée de voilà, merde. quitte à finir la journée avec un truc de merde, autant que ça soit un film qui essaye de nous faire passer de la merde pour du Nutella. Voilà. Et bien, comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, mais des films bons. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Bisous.